Bonjour à toi cher spectateur qui aime les films qui sont tellement longs qu'on est obligé de mettre un entracte au milieu parce que sinon je pense pas qu'on taperait une sieste mais on aurait un petit peu des fourmis dans les jambes. Et bienvenue donc dans le film qui est supposé être le grand favori des prochains Oscars, The Brutalist de Brady Corbet. L'histoire, nous allons suivre pendant une bonne quarantaine d'années quasiment Laszlo Tat, qui est un architecte polonais qui a survécu au Hongrois, pardon. De Budapest. Oui, tout à fait. Tu fais bien de me corriger parce que j'arrête pas de confondre dernièrement. Hongrois, qui a survécu au camp de concentration et qui émigre aux États-Unis dans l'objectif à la fois de se reforger une vie, de reconstruire une famille avec sa femme qui est supposée le rejoindre, et aussi tout simplement peut-être d'avoir une carrière en tant qu'architecte là-bas. Et nous allons suivre pendant une très très longue période allant de 1946 jusqu'à 1980. C'est dans les grandes lignes parce que vous doutez, sur un film de 3h35, il y a forcément beaucoup de choses à raconter. Et pour en parler avec moi, mon cher Mathieu, merci, que j'adore entrer dans des aventures surprenantes cinématographiquement parlant, parce qu'après des films chinois historiques de 2h40, des films théologiques américains d'horreur, historiques belges aussi, des films historiques belges, voilà, je l'embarque dans toutes mes aventures. Voilà. Comment vas-tu? Je vais bien en tant que possible, donc un peu fatigué parce que là, je reviens du travail. Oui, c'est vrai que je fais venir un petit peu tôt. C'est un plaisir, donc ça donne des vitamines. Oh là là, je suis ta vitamine du matin. Oui. En tout cas, plus que le film. Oh, ça y est, il commence à teaser son avis. Je vais être un peu salé. Pour placer un petit contexte autour du long métrage de Brady Corbet. Donc Brady Corbet, il faut savoir que c'est avant tout un acteur avant d'être un réalisateur. Il a fait quelques projets à gauche et à droite. Il a participé à des projets collectifs de mise en scène. Son précédent long métrage qui était porté par Nathalie Portman, je n'arriverai pas à me souvenir du nom. Moi, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais il avait un titre perché qui était pas très bien apprécié par le public, mais plutôt reconnu par la critique, avait été un succès un peu mitigé. Et à partir de là, moi j'avoue que lorsque j'ai entendu parler de The Brutalist, moi j'ai surtout été interloqué par cette affiche que je trouvais magnifique. Ah oui. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce projet de cinéma? Et après, je pense que comme les trois quarts des gens qui se sont intéressés à l'affiche hallucinée, j'ai vu la durée et j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, un Zéro Biblo 2, j'espère. 3h35 non, de film ça. avec Adrienne Brody et Felicity Jones. Ok, sur un architecte hongrois qui débarque aux États-Unis et qui veut faire une carrière là-bas. Oui, vas-y, film, essaye de me vendre ton truc. Et puis après, vous en doutez, les nominations aux Oscars, les Golden Globes, les BAFTA tout récemment. On part sur un film qui a une grosse hype, qui en tout cas pousse à la curiosité lorsqu'on a le temps, parce que mine de rien c'est bon de le rappeler, mais on n'a pas tous le temps quand même d'aller se caler dans une salle pendant quasiment 4 heures pour regarder un film. C'est un vrai investissement. Et c'est un chalutier à récompense, ça c'est clair, ça c'est clair. À partir de là, le film, beaucoup de gens l'attendaient, et c'est là que je me tourne vers toi mon cher Mathieu, et que tu nous as un petit peu vendu le truc, mais qu'as-tu pensé de ce Brutalist ? Alors, ce film, à savoir FL2 Judical Bougalou, est pas terrible, sur pas mal de points. Ouh, il est salé, oui, il est salé. Un brin. Mais je sais que toi, tu l'as apprécié un petit peu plus, donc je suis curieux aussi de savoir, toi, tu en as pensé quoi? Alors, moi, je le trouve excellent. Je le trouve même brillant sur de nombreux points. Le seul défaut qui fait que, contrairement à beaucoup de gens, j'aurais tendance à ne pas l'appeler un chef-d'œuvre, c'est qu'il est froid. Ce film est glacé émotionnellement. C'est-à-dire qu'à part une scène, que j'évoquerai un petit peu dans la manière avec laquelle elle est mise en scène par Brady Corbet, qui a réussi à me faire avoir un frisson, le reste du temps, j'étais fasciné par ce que je regardais, mais j'étais pas impacté. Et le problème, c'est que moi, devant un film, ce dont j'ai besoin, c'est de me sentir impacté par le parcours des personnages. T'auras beau faire une œuvre fascinante, pharaonique, gargantuesque, démentielle, qui va raconter plein de choses, si derrière, émotionnellement, il n'y a pas un ressenti ou une petite étincelle ou un petit frisson qui se passe pendant la majorité du récit, et qu'à la fin, tu te dis pas « le voyage en valait le coup d'œil », moi je suis un peu sceptique, quoi. Donc j'ai vraiment été fasciné par le long métrage, j'ai été emballé, je trouve que le film est visuellement très impressionnant, mais j'ai quand même quelques réserves. Est-ce que tes réserves concernent la première partie ou c'est la deuxième partie? La deuxième.
Ah bah moi c'est le contraire. Parce que Ah. la première partie, enfin, c'est le contraire. Disons, toi tu dis il y a un grand défaut. Moi je dirais plutôt qu'il y a une grande qualité Mhm. avec plein de défauts derrière. Ouh. Et en particulier la première partie concentre en fait la plupart des défauts. La deuxième, disons, garde ses défauts parce que effectivement c'est une continuité, c'est normal. Mais au moins il arrive à faire quelque chose que j'espérais voir dans la première partie Ok. et qui apparaît ici, à savoir effectivement parler un petit peu du brutalisme. Parce que ça s'appelle The Brutalist, et je vais te poser une question toute bête. Est-ce que ce film parle du brutalisme, c'est-à-dire d'un concept architectural? Est-ce qu'il parle de la condition des juifs immigrants aux États-Unis? Est-ce qu'il parle de la question du couple? Est-ce qu'il parle aussi de la reconstruction post-Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'il parle pas un petit Il peu parle de tout de ça? tout, mais justement, qui trop embrasse mal les trains. Donc c'est pour ça, moi, mon gros problème avec celui-là, c'est que justement, il y a beaucoup de thématiques, mais il n'en creuse aucune. C'est bien que je me retrouve frustré sur plein de plans différents. Je Et vois donc, ton je suis- ressenti. Et donc je suis pas content. Ok. Ah, moi, je t'avoue que j'ai Et pas eu c'est ce pour ça que je ressenti-là l'appelle pour le aussi coup. Eiffel 2, je Ok. précise, parce que Eiffel 2 avait ce problème-là aussi, d'aller partout, au lieu de se concentrer sur un élément qui pourrait ensuite conduire les autres, et où tout pourrait se rattacher. Ok. Voilà. Alors, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, t'inquiète, pas du tout. Moi, je t'avoue que pour le coup, j'attendais pas non plus un film. En fait, vu que le film s'appelle The Brutalist et pas The Brutalisme, où là, par contre, j'aurais dit clairement, il manque quelque chose parce que moi, j'ai rien appris sur le brutalisme et je sais pas j'en sais pas plus que ce que je peux ouvrir, ce que je peux voir si j'ouvre une page Wikipédia. J'avoue que ce qui était intéressant, c'était de voir la construction du personnage et surtout de voir en fait son impact sur l'histoire américaine. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on va rapidement plonger dans l'écriture parce que c'est ce point-là qui est vraiment intéressant par rapport à toutes ces paraboles et par rapport à ce que tu évoques d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on choisit de parler d'une certaine histoire de l'Amérique par le regard d'un immigré qui va voir des bouleversements, mais qui surtout va être au centre en fait de ces bouleversements parce que malgré lui, il va inspirer une certaine idée de la réussite du rêve américain. Ou en tout cas, la projection que peuvent se faire des gens lorsqu'ils débarquent d'un bateau et qu'ils voient la Statue de la Liberté en face Dans d'eux. cette forme-là, en plus... En plus à l'envers, là, qui plus est à l'envers ou carrément sur le côté. Donc il y a certaines paraboles, il y a certaines évocations, moi, que je trouve vraiment intéressantes dans le film. Après, je comprends totalement ton point de vue et je suis à peu près d'accord avec toi justement sur cette idée que c'est un film qui choisit d'ouvrir plein de portes et d'en refermer quasiment aucune à la fin. Mais pour le coup, c'est pas forcément un point qui m'a dérangé parce que dès le postulat de départ, on sait que l'objectif c'est de se concentrer sur des humains et pas sur des grands mouvements ou sur des grandes ampleurs dramatiques. Là, justement, Donc, et c'est là où moi je suis pas d'accord, parce que je trouve que les gens ils ne se concentrent pas assez sur les humains. Il aurait pu le faire justement avec l'idée du brutalisme, c'est-à-dire des grandes pièces justement qui sont inhumaines, qui imposent une distanciation entre l'humain et l'architecture. Là justement, il aurait pu l'utiliser pour pouvoir justement assembler, par exemple. Bon, là, je donne un truc, c'est une pièce, une thématique, et justement, c'est le passage de couloir, mais avec la grammaire cinématographique qui permettrait de passer d'un élément à l'autre, et donc de raccorder le tout de manière organique. Ok. Or, moi, ce problème, c'est que justement, ce film-là ne le fait pas. Et c'est bien qu'on a en fait des morceaux d'humains, mais on n'a pas un humain complet qui nous guide à travers justement un labyrinthe ou un élément, ce qui à la face est montré dans une scène de fin, la scène où on cherche Van Buren. Ben là, justement, on se retrouve enfin dans un labyrinthe, enfin, on voit l'architecture, et enfin, elle est utilisée. Sinon, elle est un peu illustrative à certains moments dans la deuxième partie, mais dans la première partie, ça rame, parce que justement, quel est le sujet? Ok. Et ben je te propose qu'on saute dans l'écriture pour essayer de commencer à répondre à cette question. Allons-y. Donc l'écriture, c'est Brady Corbett et Mona Fastvold qui l'ont développé. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, soit qu'ils sont collaborateurs très proches, soit qu'ils sont mariés femme à la ville, parce que le film s'ouvre quand même sur l'idée que le film est signé à leur deux noms. C'est-à-dire ça s'appelle The Brutalist by Mona Fastvold et Brady Corbett. Déjà, ça va être compliqué de ne pas parler de manière fouillie, donc on va essayer d'ordonner un petit peu nos points de vue, parce que quand même on est sur 3h35. Déjà, pour vous découper un petit peu le film, on a une ouverture, on a un premier acte qui s'appelle l'énigme de l'arrivée, on a une intermission, Ouais. on a la deuxième partie qui s'appelle la quintessence de la beauté, C'est ça, The Hardcore of Beauty. et on a la dernière partie qui s'appelle la première biennale de l'architecture, qui se passe à Venise. Donc,
C'est un film qui est vraiment bien segmenté. Alors pour le coup, moi je trouve ça assez bien de l'avoir segmenté de cette manière-là, parce que moi ma grande crainte c'était que ça soit trop didactique et qu'on ait un côté, genre vraiment trois grands actes comme une tragédie, et que l'entracte arrive un petit peu au milieu du deuxième acte et que ça soit maladroit. Donc je trouve déjà ils ont réussi à construire et à segmenter leur récit d'une bonne manière pour faire en sorte que ce soit bien découpé. Ce qui donne cette sensation d'une dramaturgie qui, malgré le fait qu'elle soit monumentale, parce que 3h40, je pense que ça faisait un bon paquet de temps qu'il n'y avait pas eu un film qui était sorti en salle avec une vraie distribution qui faisait cette durée-là. Je crois qu'on peut remonter facilement aux années 80. Oh non, non, non. Tu penses? Je crois qu'on en a eu aussi dans les années 2010, mais c'est vrai que c'était assez rare. Après, c'était plus intimiste la plupart du temps. Des films comme ça qui ont une telle distribution, moi, le seul qui me revienne en tête où je me dis 3h40 de film au cinéma, j'ai La Porte du Paradis de... Non, non, moi, c'est celui que j'avais utilisé, donc There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, par exemple. Les films de Thomas Anderson, justement. Il faisait 2h45. Oui, mais. Il n'est pas si long que ça. Ah, il n'est pas si long que ça, mais ça reste quand même. Mais ça reste quand même une large et justement extrêmement épique. En fait, le dernier qu'on a vu qui était aussi impressionnant, c'était Killers of the Flower Moon. Oui. Qui pour le coup était un peu plus récent. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir des œuvres aussi impressionnantes et où surtout les auteurs choisissent de prendre leur temps pour composer leur dramaturgie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours dans... Je dirais pas qu'on est dans une ère de la synthèse, non plus, faut pas déconner, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cinéastes et d'auteurs qui veulent réduire leur récit à une espèce de quintessence, une logique qui veut que... Il faut que cette histoire soit directe, soit essentielle et aille à ce qui est important. Et c'est vrai que voir des auteurs ici... prendre leur temps, développer des personnages, développer des contextes, amener une ampleur dramatique, une réflexion, une sensation juste de laisser aller en fait. De savoir que quand tu vas te poser dans la salle, tu vas voir une dramaturgie se mettre en place et tu sais que ça va prendre son temps pour poser un personnage, que les situations vont être développées de manière un petit peu à rallonge, que les dialogues et les scènes vont avoir des tendances à je dirais pas s'éparpiller, mais en tout cas à se dire, bah, posons-nous, laissons deux personnages discuter, et peut-être que c'est ça qui va faire tout doucement avancer la dramaturgie. Ensuite, il y a justement un moment de pause et moment de pause. Lorsque, prenons un Tarantino, fait une pause, si j'ose dire, dans sa dramaturgie, en mettant en place un dialogue qui est large, et donc justement qui a aussi des enjeux, et qui est quand même avant tout un moment de détente et de tranquillité, même si ensuite on peut créer une tension avec. Là, on est avec justement des moments de pause, pour certains, qui me semblent assez bizarres, assez foutus. Comment dire? Ben, je vais aller directement sur... je t'avais dit que j'aurais des phrases qui allaient un peu te fâcher. Vas-y. Le fait que justement, donc, on est avec un personnage qui est donc un Européen juif survivant de la Shoah, on se retrouve avec le fait qu'il est architecte, qu'il est immigré, qu'il est juif, et que chacun de ces éléments est présenté en tant que tel, mais n'est pas développé selon moi. Bah, en fait, ça me rappelle une méthode, et j'espère que tu vas pas crier, mais je trouve que c'est la méthode Marvel. Parce que, justement, le fait d'initier un thème et de ne pas le traiter, mais penser qu'il est suffisant en étant par lui-même, c'est le problème de la plupart des films identitaires, si j'ose dire, c'est que, justement, l'identité n'est pas suffisante pour faire un propos. Et là, malheureusement, ce film-là échoue à avoir des propos développés. C'est au niveau de l'écriture, mais c'est aussi au niveau du montage, je trouve. Et, il y a quelques trucs dont je me souviens qui m'ont un petit peu interloqué, des scènes qui s'arrêtent avant d'être terminées. On passe du coq à l'âne, j'ai même de l'œuf à la coq à l'âne, tellement c'est... mais enfin, on était sur une question, on était sur justement, par exemple, lorsqu'il est dans la synagogue et qu'il parle au rabbin, que ce soit justement pour le fait qu'il demande de l'aide pour retrouver sa femme, ou justement qu'il refuse de demander de l'aide à la communauté juive, pour préférer demander à la communauté chrétienne parce qu'il ne veut pas paraître faible devant les siens, donc pour une question de pudeur qui peut tout à fait se comprendre. Là-dessus, ensuite, on passe directement sur quelque chose d'autre, c'est bien qu'on ne sait pas quel est son rapport à la religion. Est-ce qu'il a un questionnement vis-à-vis de sa foi? Est-ce qu'il a un questionnement vis-à-vis du ciel? Ou est-ce que justement, il est là aussi dans une apparence? Est-ce qu'il n'est pas juste dans une habitude
mais sans signification ni saveur. Et là, justement, pour moi, ça c'est un élément qui est dérangeant. Alors je vois ce que tu veux dire. Moi personnellement, ça m'a pas forcément trop chafouiné parce que je t'avoue que, en fait, je trouvais déjà que le film avait une ampleur dramatique qui était tout de même déjà très conséquente. Et c'est vrai que Bien sûr. pour le coup, ça m'a pas forcément dérangé de voir les deux auteurs se dire, on n'a pas besoin de s'attarder sur ce point-là est moins important. En fait, c'est la complexité, je pense, d'aborder une dramaturgie qui est aussi dense et aussi large. C'est que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a plein de thématiques qui sont pas abordées ou pas assez creusées. Moi, j'aime bien justement l'idée de peut-être ne pas... Tu vois, tu utilises une technique Marvel, moi j'aurais plus tendance à dire que c'est la technique de laissons plein de questionnements au spectateur et laissons-lui l'opportunité à la fin de réfléchir aussi sur la portée du film. Je dis pas que c'est forcément justifié, et je trouve notamment par exemple que cette phrase de fin qui clôture le film est un peu pompeuse. C'est-à-dire n'est pas l'important n'est pas le voyage mais la destination, c'est pas ce qu'on dit la plupart du temps, on dit plutôt que l'important c'est le voyage et pas la destination. Donc je trouve la thématique finale qui est abordée au travers du récit un peu pompeuse, et j'aurais tendance à croire que l'entièreté même du scénario est un peu pompeux, on va pas se mentir. Mais pour autant, j'ai quand même eu la sensation que Fastvolt et Corbett avaient envie en fait de juste poser plein de trucs et aussi de laisser l'opportunité au spectateur à la fin d'essayer de remettre en perspective tout plein d'éléments pour essayer de comprendre comment lier en fait l'histoire d'architecture à l'histoire juste d'un être humain qui débarque dans un pays et qui essaye de se faire une identité. Il y a tout plein de choses qui sont abordées au travers du film qui sont complexes. Enfin, il y a une forme de néo-impérialisme qui est évoquée au travers du parcours notamment de Van Buren. Il y a un travail autour justement du devoir de mémoire et de la reconnaissance des Juifs à la sortie de la Shoah qui est aussi très important. Enfin, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce scénario peut sembler à la fois très frêle et en même temps d'une telle densité et d'une telle opportunité pour le spectateur de se dire qu'est-ce qu'ils veulent me dire en fait ces auteurs au travers de ce récit. Ils veulent pas simplement poser un personnage, ils veulent pas simplement poser une situation, ils veulent pas simplement mettre un truc et dire au spectateur démerde-toi avec. Je pense qu'il y a cette idée aussi de vouloir pousser le spectateur à questionner en fait le parcours de ce héros et de se dire qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en 2025 par rapport à tout le travail de mémoire qui a été fait, par rapport à tout le travail de reconnaissance qui a été fait, par rapport aussi à une époque où de plus en plus on cherche, non pas forcément je dirais à questionner l'histoire de cette période-là, mais aussi à poser certaines questions par rapport à la communauté juive, au devoir de mémoire sur la Shoah, au fait qu'on commence à arriver à une époque où ou à l'architecture. Ou à l'architecture, ou au fait aussi que les survivants de la Shoah sont en train chacun de disparaître au fur et à mesure, qu'il en reste peu. Et aujourd'hui, c'est important en fait de rappeler que ce questionnement et cette crise identitaire, elle a toujours eu lieu et elle aura toujours lieu même encore aujourd'hui. Mais après, c'est encore une fois, ça montre à quel point c'est très compliqué et c'est très dense, je pense, comme script. Là justement, tu vois, on est en train de parler prioritairement, si j'ose dire, sur justement, la question juive qui est posée dans le film, alors que le titre c'est The Brutalist. Or justement, c'est dit à la fin, mais alors que c'est, si j'ose dire, presque nié au début dans le film, lorsqu'il veut construire ce grand monument, l'Institut Van Buren. Justement, lui, il parle donc dans l'architecture, le fait que justement, ce soit haut de plafond pour que les gens relèvent les yeux, pourquoi est-ce qu'il fait des ouvertures comme ça dans son plafond, c'est pour que justement on puisse jouer avec la lumière. Et à la fin, on dit ah mais non, en fait c'est parce que ça ressemble à ce qu'il a vécu à Dachau et à Buchenwald. Pardon, lui c'est Buchenwald, c'est sa femme qui est à Dachau. C'est ça. Mais et là justement, ça veut dire qu'il y a presque une négation à ce niveau-là. Et moi, c'est ça qui me dérange. Ensuite, tu dis que justement, tu vois, j'aurais pas forcément dit une négation, j'aurais dit que. Alors, je t'avoue qu'au début, c'est un peu. Non, mais je t'avoue qu'au début, ça m'a perturbé en fait cette scène-là aussi. Je t'avoue que le fait de remettre en perspective le lieu qui est construit, en mettant que d'un seul coup ça devient un mémorial à la Shoah plutôt que juste un lieu de culture. C'est vrai que d'un seul coup tu te mets à te poser plein de questions. Après, j'avoue après avoir remis en perspective tout ça, je me dis c'est intéressant parce que ça montre en fait que même quand tu veux construire de la joie ou en tout cas de l'espoir, tu es hanté par tes propres démons et tu finis quand même par répéter un espèce de schéma cathartique qui fait que en tant qu'être humain, tu te projettes dans ton passé et tu le remets dans quelque chose qui ne devrait pas représenter ça. Ça aurait été bien justement que ce soit pas à la scène de fin, que ce soit mais bien plus avant, tout dans le récit justement qui amène à cela. C'est là où je trouve que justement ce n'est pas organique, parce que tu as des éléments qui sont, pour reprendre ton idée, c'est bien effectivement qu'il n'y a pas forcément toutes les réponses qui se donnaient à un spectateur, mais dans ce cas, il faut pas montrer
les manques qu'il va créer de lui-même comme des questions, mais plutôt comme étant des faits. Et là, justement, il se pose la question, mais comment est-ce que ce fait a eu lieu? Or là, justement, si on pose une question, si je te dis, par exemple, tu as des tableaux, pourquoi est-ce que tu n'as pas un tableau de Luke Skywalker, mais un de Dark Vador? Et que tu ne poses pas, donnes pas de réponse. Bah, dans ce cas, les gens, effectivement, posaient la question, pourquoi plutôt le méchant que le gentil? Mais dans ce cas, où est-ce que ça nous amène par rapport à cette vidéo? Est-ce que les spectateurs vont se dire, bah, en fait, elle sert à rien cette question, puisque justement, on peut passer outre. Ok. Or là, justement, je vois ce que tu veux dire. Justement, ce film-là avait un potentiel épique extraordinaire. Bon, encore une fois, There Will Be Blood, n'hésitez pas à le voir. C'est long, mais c'est glaçant à certains moments. Hein. Et là, The Brutalist a un manque à ce niveau-là. Surtout, en plus, à certains moments, il comble ses manques, si j'ose dire, par des scènes que je trouve assez grossières. Bon, disons par exemple la scène de la branlette dès le début présentée comme ça, mais j'ai un problème avec la représentation de la sexualité non joyeuse, si j'ose dire, chez les Américains. Je trouve qu'ils ont une façon d'aborder le corps qui est une façon qui est triste ou nette. Et bon, ce film-là ne fait pas exception malheureusement. Alors qu'il y a une scène d'amour justement, qui est vraiment amoureuse, qui est tragique aussi, qui se termine assez mal, et qui montre qu'il y a du potentiel dans ce film-là. Complètement. Et je sens ce potentiel, et le fait que justement il me frustre, ça me gêne, parce que justement c'est un film qui n'a pas pour but d'être frustrant. Le simple fait que justement il délimite son existence au niveau temporel entre une date et une autre date, ça veut dire que dans ces deux dates-là, il devrait y avoir un accomplissement. Accomplissement qu'on n'a pas. On a des questions, mais on n'a pas de réponse à ces questions qui ont été ouvertes. Donc, je suis frustré. Et je ne pense pas que c'est ce genre de film qui a pour but la frustration. Et c'est bien que tu évoques ces choses-là parce que ça me permet de faire un petit pont avec la mise en scène de Brady Corbett. Donc, comme je l'ai dit, Brady Corbett, ça reste un jeune metteur en scène qui a surtout une base d'acteur à la base. C'est même presque un enfant acteur, j'ai vérifié, mais il a commencé très très jeune à faire du cinéma. Je crois qu'il avait à peine une petite vingtaine, même pas, un truc comme ça. Il a fait quoi comme rôle? Parce que moi, je beaucoup de choses, et alors je sais plus précisément, il faudra que je te ressorte ça, mais il est assez connu, il a fait pas mal de petits rôles à gauche et à droite, mais c'est vraiment des rôles secondaires. Et là, c'est son combienième film? Son deuxième long métrage. Bah, quand même, deuxième long métrage, et aller un truc aussi large, ouais. C'est très ambitieux. C'est très de l'ambition, clairement. Non, bah, en fait, tu me permets de faire un pont parce que c'est vrai que là, si on devait parler de froideur, je pense que la mise en scène est particulièrement évocatrice de cela. Alors, déjà, ça sent que le choix de composition... Alors, déjà, moi, il faut absolument que j'évoque tout de suite ça, il faut que je le sorte. Il a ressorti de VistaVision. Oui. Ça, c'est à mourir de rire quand même. Le mec s'est dit, ouais, tu te rappelles le vieux format qui date des années 50? Est-ce qu'on pourrait pas le ressortir pour faire un film avec? D'ailleurs, il a tourné en pellicule ou pas? Oui, oui, c'est ce que je me disais. Oui, parce que j'ai vu quelques artefacts et je me disais, mais ça a été rajouté ou c'était. Bon, si c'est pas en pellicule, c'est les artefacts de pellicule, c'est normal. Mais c'est très impressionnant du coup, parce qu'avoir le culot de se dire en 2025, ressortir un vieux format dont tout le monde pardon du terme, se bat les couilles et n'en a rien à faire, aujourd'hui, c'est culotté de se dire je suis un jeune cinéaste et je vais débarquer et je vais dire ouais, ce vieux format là qui était très cool, enfin moi que j'aime beaucoup, est-ce qu'on peut le ressortir? Mais pour moi ça me fait penser à Robert Eggers qui se dit vas-y pour The Lighthouse on va ressortir des vieilles objectifs ou des vieilles matrices des années 30 pour faire des trucs hyper marqués. Enfin... C'est un peu logique dans le sens où c'était un format révolutionnaire à son époque. Exactement. Et, normalement, Laszlo Toth est aussi un révolutionnaire à son époque. Tout à fait. Donc c'est plutôt cohérent. Et après, par contre, pour tout de suite poser le truc, alors le film est une vraie belle œuvre expérimentale qui est extrêmement esthétique et très imposante dans sa manière de se structurer. Je trouve que Brady Corbett, en fait, pour son jeune âge et sa jeune expérience de réalisateur, propose un film qui est très ambitieux et qui... Alors, bon, je pose tout de suite un truc, par contre, je vois beaucoup de cinéastes ou d'auteurs ou de journalistes le comparer à Paul Thomas Anderson. Non. Non, oui, on est je bien préfère le poser tout de suite. Non, Paul Thomas Anderson est là, Brady Corbett, il est là. D'accord? Il est bien, mais Paul Thomas Anderson, voilà.
Aucune James objectivité de Cameron, mon il est côté. où dans l'échelle. James Cameron, il est un peu au-dessus aussi, quand même. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, je trouve que pour son jeune âge, déjà, il propose quelque chose qui est très fort, très intense. Enfin, pour moi, j'aurais vu un film comme ça, j'aurais pas entendu parler du cinéaste. Je pense que je serais un spectateur lambda, j'irais voir ça, je me dirais, non mais c'est un mec qui a 60 ans, qui a 40 ans de carrière dans le cinéma, qui a été chef opérateur sur je ne sais combien de films, qui a fait plein de trucs. Tu te dis pas, c'est un jeune cinéaste qui, je crois, il a à peine 40 ans, quoi. Bradley Corbett, il est jeune. Donc, tu te dis, ouais, il a de l'ambition, il a de l'envie, il a envie de proposer quelque chose qui soit vraiment surprenant et étonnant. Et je trouve que le film est à cette image-là. Le seul défaut, moi, que j'ai vraiment à pointer du doigt sur la globalité du film, c'est que Bradley Corbett a voulu mettre de la distance avec ses personnages. Une distance qui parfois est salvatrice et parfois devient un véritable défaut. C'est-à-dire que moi je trouve la première partie du film, contrairement à toi, particulièrement équilibrée en termes de mise en scène, de montage et surtout d'expérience. C'est vraiment bien fait, on est vraiment à la place de Laszlo Toth, on a une vraie intention qui est bien posée, qui est bien alignée et qui fait en sorte qu'on suit le personnage et le rythme est fou. Honnêtement, quand on est arrivé à l'entracte, j'étais en train de me dire quoi déjà? On a déjà vu la moitié, donc j'étais vraiment content, je me suis dit la vache, c'est vraiment bien rythmé. Et par contre, j'étais heureux au début de la deuxième partie. Et rapidement j'ai déchanté parce que j'ai un peu de mal avec la manière avec laquelle il construit la suite de son récit. Parce que je trouve qu'en termes d'équilibre dramatique et en termes d'équilibre émotionnel, le film devient une espèce de brouhaha où il se passe 10 000 trucs à la seconde, où rien ne se complète réellement. Et où c'est dommage parce que derrière, par contre, en termes de mise en scène et en termes d'intention, je me dis, ça raconte plein de choses. Ouais. Ça raconte plein de trucs. Je veux dire, on a cette scène, par exemple, dans Les Mines italiennes, qui est juste exceptionnelle en termes de mise en scène et qui est assez folle, et qui se finit, sans spoiler, d'une manière extrêmement macabre, mais qui te pose une certaine intention qui, en plus, joue sur le côté, ce personnage qui rêvait d'un rêve américain, et qui voit ce rêve littéralement détruit, qui plus est, en revenant en Europe. Ce qui est voilà, très symbolique là-dessus. Mais voilà, on se retrouve devant un film où Bradley Corbett, il a voulu mettre plein de trucs, ça se sent, c'est vraiment intense, c'est vraiment prenant, c'est excellent, mais je sais que tu n'as pas le même point de vue. Donc je te laisse la parole. Les défauts que tu trouves dans la deuxième partie, ben, moi justement je trouve que c'est la continuité logique des défauts que je trouve dans la première partie. Ok. Mais ensuite, je pense, là on est tout à fait d'accord, au niveau de la technique, franchement, il est impeccable, ce film-là. C'est une masterclass au niveau de la photographie. Aussi de choix qui sont assez surprenants, de certains moments où il abandonne justement le VistaVision pour aller sur des formats qui sont des formats c'est du AV, des TV. Du mini-DV, ouais, il y a du mini-DV sur la fin, ouais. Entre autres, mais il y a aussi des images d'archives, justement, qui le recadrent. Donc on passe d'un écran très large à un écran plus resserré pour faire télévision, etc. Et d'ailleurs, tout un travail d'esthétisme sur la ville de Philadelphie. Ça aussi. À de nombreuses reprises. Intéressant. Par exemple, moi il y a un truc qui m'a énormément choqué à toute fin, justement. Tu as une scène en DTV qui, pour quelques images, même pas une seconde, repasse en VistaVision, mais donc qui a été tronqué sur les côtés. Et là je me suis dit, oula, oh l'erreur de montage, oh. Ça, c'est sur le logiciel de montage. Il y a un mec qui a. Il y a une douille, il y a un mec qui a fait du rognage, il s'est planté. Et surtout, il a pas mis le filtre assez longtemps. Bon. Quand tu vois des trucs comme ça, c'est un petit peu comme voir une toile de maître, que tu apprécies ou pas le sujet, mais tu vois un gros pâté de Blanco, tu dis what. Donc 99% esthétiquement parfait, et 1% où on se demande là c'est. Non, ça c'est une erreur. Alors je t'avoue que j'y ai pas fait gaffe moi, donc je ne saurais pas trop juger sur cet élément-là. Et quand j'en ai parlé, là tout de suite, là tu. Par contre, je me suis dit, de quoi ouais, c'est un petit vaguement quelque chose, mais je suis pas sûr d'avoir. Il faudra que je revoie cette séquence-là d'ailleurs pour essayer de me refaire une ensuite, idée. Moi, comme j'ai dit, j'ai un problème avec le montage, mais c'est parce que le montage au niveau thématique, je trouve justement, passe du coq à l'âne, donc la blague, l'œuf à la coq à l'âne, parce que justement, mais là par contre c'est vraiment plus sur la question de la narration par le montage qui est faite. Donc là c'est plutôt, je ne suis pas réceptif à la façon dont il a voulu construire son récit, construire sa mise en scène à travers le montage. Est-ce que je peux vraiment lui reprocher? Là c'est plutôt un goût personnel pour ma part, donc je vais plutôt dire, bon là c'est personnel, donc encore une fois faites-vous votre avis. Comme toujours, on ne peut pas vraiment juger un film juste à travers une critique.
nous, on donne notre avis, mais si jamais c'est un film qui va vous parler à vous, ne le ratez pas. Voilà. Clairement, clairement, parce que encore une fois, on est sur. En fait, je pense que c'est typiquement le genre de métrage qui, par sa dimension thématique, par sa forme, par son esthétique, par son côté un peu auteur, on va pas se mentir, il a vraiment une forme. Ah oui. Je veux dire, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas le genre de film où tu vas te dire, oh bah tiens, j'hésite entre Captain America ou The Brutalist, lequel je vais voir. Non, là, je pense que tu as fait des recherches avant. Là, c'est pas du Marvel. T'as fait des recherches avant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur une proposition de cinéma qui est vraiment surdimensionnée par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Pour moi, en fait, Brady Corbett a des ambitions de cinéaste qui a... C'est assez surprenant, parce que tout à l'heure, j'évoquais le fait que si tu étais un spectateur lambda et que tu allais voir le film et que tu savais pas du tout qui était le réalisateur, tu pouvais te poser la question de son âge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a les mêmes ambitions que peuvent avoir des Spielberg ou des Scorsese aujourd'hui, c'est-à-dire cette envie de liberté créative ou qu'a eu un Kubrick. Ou qu'a eu un Kubrick, même cette idée que tu ne vas pas t'enfermer dans une certaine logique du système hollywoodien, surtout quand on voit de plus en plus d'auteurs malheureusement un petit peu se bloquer dedans. Ouais. Ça fait du bien de voir un cinéaste qui, dans ce système hollywoodien, même si quand même, comme tu me l'évoquais au début, il est quand même allé chercher une équipe technique qui est en grande majorité hongroise, ou en tout cas d'Europe de l'Est. Ça se voit surtout dans le générique de fin. Donc il y a clairement une ambition aussi de vouloir ramener des gens qui ont soit connu ça, soit ont eu des proches qui ont connu ce type de voyage, ce type de parcours entre guillemets de la part de leur famille pour venir aux États-Unis. Donc je trouve qu'il y a en fait il y a une démarche visuelle et graphique qui se ressent aussi dans la démarche technique du film, qui consiste aussi à vouloir faire en sorte de lier à ce projet des gens qui ont potentiellement connu ou en tout cas eu des échos de cette période-là. Donc c'est assez fort parce qu'on se retrouve avec une démarche artistique qui devient également humaine. Donc finalement le côté humain qui je trouve est perdu dans la mise en scène semble être gagné d'un seul coup par un travail de casting, ou en tout cas si ce n'est de casting, d'équipe technique globale du long métrage. Comment s'appelle la proposition et l'exécution. C'est ça. C'est passage. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, tu fais passage évidemment sur le casting. Hein. Ah, bah oui. Venir, petit film. Oui, tu l'avais venir, casting, donc bon, il va falloir parler d'un gros monsieur, mais on va se le garder pour la fin. Casting secondaire. Sûr, parce que aussi la question, là tu parlais justement des personnes qui ont des origines hongroises dedans, parce que un certain monsieur a des origines hongroises, mais il a fallu que, et on en parlera aussi je pense. Tout à fait. Je te propose d'abord qu'on fasse un petit peu le casting secondaire. Donc on a Alessandro Nivola et Isaac de Bancole qui sont tous les deux excellents. Et il joue quel personnage? Lui le cousin. Ah oui. Et l'autre, c'est l'italien? Non, le copain qui croise dans la... Ah oui, Gordon. Ouais, c'est ça, Gordon, c'est ça, j'avais plus le nom. Effectivement. Bon, les deux sont vraiment excellents, je trouve. Je dirais plus Gordon là-dessus, parce que Attila, quand même, alors, il fait vraiment l'américain qui s'est intégré. Et qui rejette ses origines aussi. Oui, bah oui, parce que c'est Monsieur Milner. Non, tu t'appelles Molnar. Ouais. Non, ici c'est Miller, Monsieur Miller & Sons. Parce que j'ai des enfants. Tu en as? Non. Fils, no sons, no Molnar. Non mais en fait moi j'aime bien le personnage parce que bon, le nom du personnage est peut-être un peu facile, Attila, voilà, mais je trouve en fait qu'il a une... Par contre, si c'est historique, il n'a pas choisi. Ah ben non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est juste... Enfin, moi je trouve ça fort pour le coup et ça marche, mais comme Gordon, je trouve le personnage est très attachant et très juste, il a une belle manière d'emmener le personnage. Je trouve aussi que Stacey Martin et Joe Alwyn dans le rôle des frères et sœurs ils sont rigolos. Van Buren, ils sont intéressants. Bah, les deux ont des jeux très opposés. Ouais. Je trouve notamment Joe Alwyn exceptionnel dans le rôle du connard abject et de la race-pouille raciste et antisémite. Enfin, il est stratosphérique. Et encore, c'est qu'il est même pas méchant. C'est vraiment, à la fois il est con. Ah, c'est un impérialiste pur et dur, quoi. Mais en même temps, c'est pas de la connerie. Comment dire, c'est pas quelqu'un qui est bête. Parce non, loin de là. Mais c'est juste. Vraiment, il réfléchit pas. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait dit Louis de Funès sur Rabbi Jacob, justement. Il avait dit lors d'une interview, justement, que les Juifs, justement, ils s'en foutaient un petit peu, et que faire Rabbi Jacob, ça lui a nettoyé l'âme. Je pense que là, ce personnage de Harry, c'est quelqu'un à qui on n'a pas nettoyé l'âme. Ah bah clairement pas, je te le fais pas dire. Et Stacey Martin en face compense très bien ce côté très marqué en fait de ces deux héros, parce qu'elle est très douce, très attachante, pas forcément si marquante que ça, beaucoup moins marquante en tout cas que Joe Alwyn, mais elle est présente quand même. Elle a un rôle qui est effectivement plus réduit. Mais il fonctionne bien, son personnage, il est assez attachant. Surtout que c'est vraiment la partie humaine de cette famille Van Buren. C'est ça. Rafi Cassidy joue Sophia, oui. qui est
je ne comprends pas ce personnage. L'actrice le porte bien, Ouais. mais dans ce cas, moi, il faudrait qu'on m'explique à quoi sert son handicap, entre guillemets, Je de pense départ. c'est un qui- mutisme traumatique, quoi. C'est assez classique, mais c'est Oui. plutôt intéressant par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Mais à quoi il sert à partir du moment où justement on a la scène du repas avec Benjamin aussi, Benjamin, qui est la pièce rapportée, mais alors je te téléporte là. Je pense qu'il manque un morceau, honnêtement. oui. Je pense que le film Je devait pense être qu'il beaucoup manque au plus moins long et je 2 pense qu'il scènes. manque 2 scènes, ouais, parce que pour faire le raccord avec ces 2 scènes-là, parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant. Mais pour autant, elle, je la trouve vraiment bien. L'actrice est bonne. Ouais, c'est ça, très touchante et très complexe, je trouve, de faire ressentir de l'émotion en ayant un jeu mutique comme ça. Et pour autant, elle arrive très bien à le faire. Je sais pas, alors j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions avec elle, en tout cas avec son personnage, mais c'est parce que je me posais la question, ok, mais ça amène à quoi? Ouais. Parce que là, effectivement, le mutisme traumatique peut se comprendre largement sur une enfant qui a vécu malheureusement l'horreur des camps d'extermination, mais ensuite, là, ça reste quand même une réécriture de l'histoire, puisque Mhm. ça reste un film. Donc la question c'est, qu'est-ce que l'on en fait? Or là, justement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut en faire, le cinéaste. Je comprends tes Encore une fois, craintes. une question qui est posée, parce que tout le monde se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Oh, c'est quand même, elle a mis les gens mal à l'aise à ne pas parler. Oui, mais justement, ça amène à quoi? Et c'est Tu ne t'en frustrant. remettras pas, tu ne t'en Non. remettras pas. Tu vois, là, justement, c'est une question parce que c'est explicitement dit, et là, justement, mais à quoi ça sert? Puisque justement, c'est déverrouillé, si j'ose dire, avec ces scènes de repas où elle se met à parler, comme ça. Donc, une scène qui manque, ou volonté de mise en scène, mais dans ce cas, je ne la Peut-être un comprends peu pas. des deux. Je Peut-être un n'arrive peu pas à des la deux. comprendre. Nous avons Felicity Jones qui joue donc Là, par contre. ouais, Elsbeth, qui est vraiment... Alors, qui est bien, je la trouve pas forcément transcendante, mais je la trouve très juste. Elle a une belle manière de donner une nouvelle perspective au second acte, Mm. et je trouve que ça fonctionne bien. Alors, c'est elle le pilier central de tout le deuxième acte. Oui, clairement, clairement. Et elle est très très forte là-dessus, parce que notamment la fameuse scène où elle débarque en plein milieu du repas des Van Buren, enfin, la scène est... C'est découillu. La scène, elle est vraiment très très bien. Et nous avons Guy Pearce qui sort à nouveau de nulle part parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Guy Pearce au cinéma. Ça me fait plaisir. Bah ouais. Je le trouve très très bien ici. Il est vraiment impressionnant dans le rôle de Van Buren, Harrison Van Buren. Je trouve. Impeccable. Il est très impactant, il est très juste, il est très fort, puissant. Il dégage une intensité dès qu'il débarque à l'écran. Et l'évolution de son personnage aussi est très bien faite. Parce que sans vous spoiler, il a une trajectoire dans le deuxième acte qui, je trouve, est vraiment glaçante. Mais très très bien gérée en termes d'interprétation. Et nous avons donc Monsieur Adrien Brody. Monsieur Adrien Brody qui part potentiellement donc pour sa deuxième statuette du meilleur acteur. Je pense que ça pourrait être mérité. Je pense qu'il va l'avoir honnêtement, je vois pas trop la concurrence en face de lui. Hein. Parce que, bon, allons dans la polémique, effectivement, on a utilisé de l'intelligence artificielle pour modifier un petit peu sa voix, pour lui donner un accent hongrois, parce que même s'il a des origines hongroises, bah, ça se transmet pas comme ça, l'accent. Bah, et encore, visiblement, ils ont quand même eu un coach d'acteur qui leur a permis d'avoir l'accent, mais c'est qu'ils ont utilisé donc une boîte qui s'appelle, j'ai vérifié au générique, Respeecher, qui a aidé justement au travail de voix et à retravailler un petit peu les voix pour faire en sorte que, avec de l'intelligence artificielle, il y ait un meilleur accent. Honnêtement, ça se voit pas à l'écran. On sent qu'il y a un travail de base de Adrien Brody, de Felicity Jones. De toute façon, pour moi, ça, c'est un outil. C'est comme un costume. L'important, c'est surtout, est-ce qu'il l'a incarné son personnage? Et là, clairement, oui. Ah bah clairement. Ouais. Non mais là, il est... Alors, il est pas aussi fort que pour le pianiste. J'avoue que le pianiste, je trouve son interprétation beaucoup plus intense, juste et émotionnelle. En Mais même là, temps, par contre, il est... pas les mêmes enjeux. Mais là, il est... Ah, c'est un rock, quoi, le bordel. Il est impressionnant, il est là, il est puissant, il est posé. C'est Enfin, du béton. Ah, c'est du béton, C'est quoi. du béton brut. Ah oui, c'est du béton brut, parce que là, vraiment, il est posé, il est là, et il campe super bien le personnage, et à la fin, on retient vraiment lui, parce qu'il est... Si seulement il ça est avait le été film. mis en parallèle avec justement le brutalisme en tant que mouvement. il y revient Oui. toujours. Et puis surtout, je veux dire, encore une fois, scène de fin, on présente plusieurs des œuvres de Laszlo Toth, alors que là, justement, on condense tout son œuvre justement sur un des bâtiments qu'il a fait. Et justement, utiliser ce putain de bâtiment. Il est énervé, calme-toi, tout va bien, tout va bien. Ce film, moi je vais lui donner la note de 2 sur 5, de 2,5 sur 5, parce que justement je suis frustré. Je pense qu'il aurait mérité, si justement il avait
organiser ces thématiques de manière plus organique, et donc mieux condenser le tout, je pense que j'aurais donné facilement un 4. Peut-être pas un 4,5. Donc, je suis frustré. Tu es frustré. Eh ben, je vais te proposer de conclure, mon cher Mathieu, et de résumer ton avis sur The Brutalist. Au-delà de la frustration, bien sûr. Un gâchis d'excellence. Un gâchis d'excellence. Voilà. Il est excellent. Je vous engage à aller le voir, à profiter justement d'un film ample. Mais bon sang, je suis fâché. Je suis salé. Donc, gâchis d'excellence. C'est beau, c'est une belle phrase. Moi, je me contenterai juste de dire excellent. Juste garder en tête que le film est un peu froid et qu'il peut vous laisser un petit peu de marbre et non pas de béton. Il y a les deux. On aura fait tous les jeux de mots avec ça. Mais clairement, en fait, c'est un film qui est puissant, intense, qui dégage beaucoup de choses, qui est une œuvre monumentale en termes de mise en scène et de conception. C'est un film qui vous chope par le col et vous envoie une belle série de claques pendant 3h35, ce qui est quand même très compliqué. C'est un film qui est visuellement très impressionnant pour la jeunesse de son réalisateur. Moi, je suis fasciné par ça. C'est un film qui est superbement joué. Gardez juste en tête que vous risquez de ressentir une certaine froideur envers les personnages. Et le film ouvre plein de portes. À vous aussi de choisir d'aller vers certaines, d'en refermer d'autres, de vous questionner par rapport à tout ce qu'il véhicule. C'est un film qui vous appartient, je pense, dans sa manière d'être. Donc moi, je vous le conseille très fortement. Mathieu, vous l'aurez compris, c'est un petit peu en demi-teinte. Oui. Mais faites-vous votre propre avis sur The Brutalist de Brady Corbett. Ça reste une œuvre, je pense, importante de ce début d'année, qu'il faut voir en salle, parce qu'honnêtement, vous le regardez chez vous, vous allez le regarder d'un œil à moitié en train de somnoler, ça n'a aucun intérêt. Donc allez le voir au cinéma, ça c'est le genre d'expérience qui vaut le coup d'œil dans une salle. Vista Vision. Exactement. Merci mon cher Mathieu. Merci cher Valentin. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais je pense que ce sera vite. On fera en sorte que ce soit vite. J'espère aussi, et j'espère que ça va être un film aussi où on va pouvoir discuter, Bah débattre. oui, toujours, c'est le plus important. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir. Et je te propose que pour partir, on parte comme la fin du film, c'est-à-dire en disco club. Ah oui, ce choix de musique, j'avoue, encore une fois, mise en scène,